Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des problèmes fondamentaux de l'intégration des solutions d'intelligence artificielle au sein des grandes entreprises, et même pour celles et ceux qui utilisent l'IA au quotidien. La question est celle-ci, et pourquoi fondamentalement la plupart des projets IA échouent? Et c'est un fait. Alors, il y a plusieurs raisons derrière, parce que les entreprises n'ont pas de véritables problèmes identifiés en tant que tels. Deuxièmement, la manière dont on intègre les systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Et troisièmement, dans cette manière d'intégration, la compréhension réelle de comment on passe par des étapes pour pouvoir intégrer un LLM, par exemple, un grand modèle de langage, au cœur d'un système applicatif. On va s'attaquer particulièrement à cette dernière raison aujourd'hui. La plupart des gens ont une malcompréhension, une mauvaise compréhension de l'IA. Et c'est peut-être aussi ça d'ailleurs qui fait que beaucoup ne comprennent pas comment derrière tout cela fonctionne. C'est-à-dire que beaucoup pensent que dès que on tape un prompt, une question, une phrase dans l'input de ChatGPT, automatiquement le système traite cela. Non. Si vous avez cette compréhension de l'IA, je suis désolé de vous dire que votre compréhension est biaisée. Derrière l'interface que vous avez, donc l'interface de ChatGPT, Claude, etc., quel que soit le LLM que vous utilisez, il y a tout un écosystème, toute une architecture complexe, gigantesque qui se cache derrière. Et c'est comme ça, toute une méthodologie, tout un système complexe de traitement de la donnée qui fait que on prend votre phrase tapée d'un point A et on la ramène à un point B, à la sortie finale. Simplement, ce qui se passe entre les deux, on ne vous dit pas clairement, réellement, ce qui se passe derrière. C'est très important si demain vous souhaitez mettre sur pied ou intégrer l'IA au cœur de votre système applicatif. En tant qu'utilisateur quotidien, vous pourrez me dire, je n'ai pas besoin de comprendre cela. Tout comme au quotidien, je n'ai pas forcément besoin de comprendre comment le moteur de ma voiture fonctionne. On est bien d'accord. Il me suffit simplement de prendre le volant, de conduire, de passer d'un point A à un point B. Ça me suffit pour mon usage au quotidien. Mais le jour où j'ai un problème avec ma voiture, je vais chez un garagiste. Et c'est à ce moment-là que je délègue le problème au garagiste pour qu'il comprenne évidemment où est-ce que la panne se situe. Moi, aujourd'hui, je vous amène exactement au cœur du moteur. Comment se passe le traitement de votre phrase tapée sur l'interface que vous utilisez au quotidien sur votre LLM préféré. Alors, la première des choses, quand vous tapez une phrase, je vais aller très rapidement, mais de manière concise. La première des choses, lorsque vous tapez une phrase donnée, il y a ce que l'on appelle l'étape de tokenisation. C'est la première étape ici. Bon, je vais prendre ceci. Hop. La tokenisation consiste à quoi? Ça consiste à subdiviser votre phrase sous forme de tokens. Les tokens ne sont pas forcément des mots au sens de votre langue préférée, de votre langue, celle que vous avez utilisée, de votre langage naturel, mais c'est en général soit un mot direct de la langue utilisée ou une subdivision de mots de ce genre. Donc c'est la première étape qui s'effectue. Ces tokens-là sont quoi? Donc on va prendre mot ou sous-mots. Donc des mots encore subdivisés. Et ces mots-là sont transformés sous forme de vecteurs, du vecteur numérique, d'accord, par le procédé, l'apprentissage automatique. Et donc, in fine, voilà comment on vient de transformer votre phrase tapée en nombre représenté par des vecteurs, par des chaînes de vecteurs numériques. Ces vecteurs numériques, justement, vont passer à la seconde étape par ce que l'on appelle un calcul de score sémantique. Le calcul de score sémantique également va consister à prendre justement l'ensemble de ces vecteurs-là, donc qui constituent un ensemble de nombres pour la machine, puisque ce sont des vecteurs numériques, d'accord, utiliser
le phénomène au cœur justement, la notion justement au cœur des LLM, l'attention, les transformers, pour déterminer avec une certaine probabilité, donc je précise bien score sémantique, une certaine probabilité, dans quel champ sémantique vous vous situez en termes de probabilité. Est-ce que vous faites référence dans votre phrase plutôt à un champ sémantique autour d'un domaine X, d'un domaine Y, d'un domaine Z? Est-ce que vous parlez de la philosophie? Est-ce que vous parlez des mathématiques? De quoi est-ce que vous parlez? Voilà. Ce score sémantique, justement, est recueilli pour déterminer l'intention, après, à la troisième étape, l'intention, donc de votre requête. À partir du moment où on sait sémantiquement de quoi est-ce que vous faites référence, à quoi est-ce que vous faites référence, de quoi est-ce que vous parlez, on est capable justement de prédire l'intention de ce que vous allez donc demander en sortie. Et c'est cette intention-là derrière. Alors, il y a tout un traitement ici avec un système de prompt, évidemment. Et c'est cette intention qui est récupérée, qui va être envoyée dans un système de routage. Le système de routage, son rôle, c'est de dispatcher maintenant la demande au système qui va commencer à recueillir les données pertinentes, l'ensemble des connaissances, on va plutôt dire comme ça, l'ensemble des connaissances pertinentes concernant votre requête. Donc l'ensemble des connaissances pertinentes, vous le savez déjà que les LLM ont été entraînés sur de vastes corpus de données, sur de vastes corpus de textes. Donc on va aller interroger cet ensemble de milliards de connaissances structurées qui ont été donc pré-entraînées. GPT, le P justement, c'est pour dire qu'effectivement on a pré-entraîné ces outils en question et donc capable d'aller récupérer un ensemble comme ça de connaissances structurées. Après, l'étape suivante, c'est assembler les connaissances les plus pertinentes. On ne va pas évidemment tout récupérer. Mais comme on connaît votre intention, on a su calculer votre intention. Pour l'IA raisonner en termes de calcul, on a su calculer votre intention. On a su justement bien router, dispatcher au système où est-ce qu'il doit aller récupérer l'ensemble, le sous-ensemble de connaissances pertinentes pour répondre à votre intention. On va donc assembler ces connaissances-là, donc assemblage, les assembler, c'est-à-dire on va prendre uniquement que la partie contextuelle, essentielle et pertinente à votre requête, qui va subir encore une fois de plus un passage maintenant dans un prompt contextuel. Le prompt contextuel ici pour le système, c'est quelque chose qui a déjà été inséré au sein de la machine pour traduire maintenant à partir du contexte fourni par l'ensemble de connaissances pertinentes recueillies, ce qu'il devrait dire en sortie. Voilà donc comment, en sortie, vous avez ici la réponse déjà préfabriquée par le système. Ça, à ce niveau, vous ne voyez pas encore cette réponse ici, parce qu'il y a encore une étape intermédiaire ici, qui est la phase de post-traitement et de garde-fou. La phase de post-traitement et de garde-fou est une phase dans laquelle le système va s'assurer qu'il a bien traité votre requête. Il répond effectivement à l'intention, à la requête demandée. Un garde-fou, par exemple, c'est de s'assurer, par exemple, que la réponse ne soit pas ni trop longue, ni trop courte. Donc, on va limiter, par exemple, votre réponse en termes de tokens, parce que ça consomme également. Ou bien enlever certains éléments ou passages qui ne sont pas pertinents dans la réponse que l'on devra vous fournir. Ou des mots, par exemple, qui ne devraient pas y avoir lieu. Et voilà donc, in fine, ce que vous avez ici. En dernière étape, le rendu sur votre interface UI. D'accord? C'est ici maintenant que vous apercevez le message sur votre écran lorsque l'on a l'étape rendu et boucle d'observabilité. La boucle d'observabilité, on vous donne, OpenAI et tous ces géants-là vous donnent sur votre interface une réponse
Et après, en dessous, va vous suggérer, par exemple, une question qui pourrait prolonger la discussion et également aussi des boutons pour vous permettre soit de mettre un pouce vers le bas ou un pouce vers le haut pour après comprendre à quel point le système a été intelligent pour répondre à votre requête, d'où la boucle d'observabilité. Voilà l'ensemble des étapes. Voilà. Je pourrais entrer, bien sûr, dans chacune des étapes, mais grosso modo, par lesquelles votre requête est recueillie et traitée jusqu'au bout. Si vous avez compris ça, vous comprenez fondamentalement ce qui se passe derrière. Et évidemment, c'est assez vaste, assez complexe. L'idée essentielle de présenter cela et de comprendre ceci, c'est parce que si vous n'avez pas bien compris ces étapes-là, il vous sera difficile en tant qu'ingénieur ou personne développeur voulant intégrer l'IA au cœur de son système, de véritablement avoir un système dit intelligent. Beaucoup d'entreprises échouent, justement, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs raisons derrière, mais parmi ces raisons-là, parce que ces étapes ne sont pas déjà très connues, respectées, d'accord, et bien appliquées. Tout simplement. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de vulgariser, de présenter l'IA de manière très simple. Beaucoup de gens là d'ailleurs essaient de vous vendre des programmes à la con, mais ne comprennent pas ces étapes-là et ne sont pas capables de vous les détailler très simplement. Je peux entrer évidemment dans d'autres... La prochaine fois, je le ferai bien sûr. Comment on détermine une intention, comment on calcule un score de sémantique, comment bien sûr prompt engineering. Ça, c'est une discipline dans laquelle vous devez vous former absolument. Comment rédiger un prompt. Et puis on verra tout le reste la prochaine fois. Merci les amis, encore une fois de plus. Restez concentrés et à la prochaine. Au revoir.